Moi j'attends d'acheter l'iPhone 5 qui doit sortir demain matin à 8h. Là je suis dans la queue, je suis premier. Je suis arrivé hier soir vers 22h. Et voilà, j'ai dormi une nuit et aujourd'hui ça va être la deuxième nuit. Et espérer demain matin d'avoir l'iPhone 5 en premier dans la main. Pour moi c'est une satisfaction d'avoir le premier pour montrer aux gens que j'ai fait une queue, que j'ai dormi la veille pour avoir le premier iPhone, comme aux États-Unis. Salut à toutes et à tous, salut au GIC et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Pour ce numéro, nous allons parler des infos internationales, nous allons parler d'économie et nous allons parler de santé-environnement. Alors on y va tout de suite. Alors avant de commencer, je voulais quand même parler de l'iPhone puisqu'il en a été question dans mon introduction. Et je voulais vous parler de la production de l'iPhone 5. Un journaliste est parvenu à s'introduire dans les usines de montage de l'iPhone 5 en Chine et il révèle les conditions de travail inhumaines. Pendant 10 jours, ce journaliste, qui préfère garder son identité secrète, s'est introduit dans la Foxconn Factory et a travaillé 3 jours à l'assemblage du boîtier noir de l'iPhone 5. Une durée pendant laquelle il a tenu un journal de bord dans lequel il décrit avec détail son expérience que le Daily Mail a retranscrit ligne par ligne. Les dortoirs nauséabonds et grillagés, la surveillance maximale, les cadences infernales, les punitions de 10 minutes au coin, etc. Toujours avec l'iPhone 5, on va parler d'un site internet anglais qui s'appelle TechInsight et qui a calculé le prix de production d'un iPhone 5. Résultat, produire un iPhone 5 16 Go coûte 167,5 $. Et nous, on nous le vend 679 € sur le site d'Apple. On continue avec l'iPhone et on va s'intéresser au débit d'absorption spécifique. C'est le débit qui permet de mesurer notre exposition maximum aux ondes émises. Donc le débit d'absorption spécifique, je vais l'appeler DAS. Pour l'iPhone 5, on l'a comparé simplement au DAS du Samsung Galaxy S3. Le S3 produit un DAS de 0,342 watts par kilogramme, tandis que l'iPhone 5 produit un DAS de 0,901 watts par kilogramme, presque 3 fois plus. Donc on s'en prend plein la tête. Et enfin pour terminer, il y a une vidéo sur internet qui tourne en ce moment et qui montre les gens à qui on présente un iPhone comme étant l'iPhone 5 et en fait il s'agit de l'iPhone 4S tout simplement. Le résultat, vous voyez les gens, les commentaires des gens, c'est vraiment à se pisser dessus on va dire. Voilà, une vidéo à regarder. Mais maintenant on va passer aux infos internationales. Pour commencer ces infos internationales, je voulais revenir sur les débats aux Nations Unies en cette fin du mois de septembre. Donc chacun y allait de son petit discours, hein. Moi j'ai noté 3 choses. D'abord les coupures de journaux orduriers à l'arrivée du président iranien à New York. On a le Daily News qui a titré Vile, ce qui signifie infâme, on va dire. On a le New York Post qui a titré Piece of Shit, avec un jeu de mots minable sur le mot piece. Piece of Shit, on peut le traduire par sac à merde, grosso modo. Autre note, c'est l'intervention de Netanyahou qui a fait un discours de 31 minutes, alors je l'ai écouté dans son intégralité, et qui a axé exclusivement ces 31 minutes sur l'Iran. Et on note la similitude entre son intervention et celle de Colin Powell en 2003 qui agitait sa fausse fiole d'anthrax. Ici, cette année, c'était pas une fiole d'anthrax que Netanyahou a agitée, mais un dessin d'une bombe façon dessin animé. C'était pratiquement à mourir de rire. On va revenir sur l'Iran juste après. Et enfin, troisième point qu'on notera pour ce discours à l'ONU, ces discours à l'ONU, c'est l'intervention ridicule de François Hollande, qui a demandé une intervention au Mali pour chasser les extrémistes. Or, rappelons que ces extrémistes qui sont arrivés au Mali sont venus de Libye après notre intervention, après l'intervention des Occidentaux. Ces extrémistes ont été armés par nous, poussés par nous, et se retrouvent au Mali à cause de nous. Et on veut nous dire qu'il faut intervenir là-bas. Je vous redonne encore une fois en lien cette superbe interview de 2 Maliens qui témoignent sur la situation au Mali et comment la situation en est arrivée là. On reparle donc de l'Iran
puisque les Américains et les Anglais ont renforcé leur présence dans le Golfe Persique et se préparent à une attaque préventive d'Israël contre l'Iran. Pendant ce temps-là, pendant qu'Israël dénonce la course à l'armement nucléaire de l'Iran, Israël a refusé de participer à une conférence sur le désarmement nucléaire au Moyen-Orient qui se tiendra dans la capitale de Finlande, Helsinki, selon un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Yigal Palmor. L'Iran, lui, a fini le 23 septembre de connecter toutes les administrations à un réseau intranet local, séparé d'Internet mondial, et projette bientôt d'ouvrir cet intranet à l'ensemble de ses habitants. Selon des médias iraniens, le réseau intranet sera entièrement accessible aux particuliers d'ici mars 2013, mais on ne sait pas encore si l'Iran bloquera alors l'accès à l'Internet mondial. On va parler maintenant du Pakistan. Un ministre pakistanais a promis une prime de 100 000 $ à qui tuera le réalisateur du fameux film anti-islam L'innocence des musulmans. Donc il a dit « J'annonce que je donnerai 100 000 $ à celui qui tuera ce blasphémateur qui a outragé le saint prophète », a déclaré le 22 septembre le ministre pakistanais des chemins de fer. Et il appelle aussi les talibans et les frères d'Al-Qaïda à participer à cette noble action. Toujours au Pakistan, selon des responsables de la sécurité, 3 insurgés islamistes sont morts après que leur véhicule eût été pris pour cible dans la région du Waziristan du Nord, qui est à proximité de la frontière afghane. Cette région est d'ailleurs un bastion de plusieurs groupes talibans et Al-Qaïda serait présent dans la région. Donc apparemment, ces 3 insurgés islamistes ont été tués par des drones américains. Et justement, on va parler de l'Amérique maintenant, avec le premier anniversaire du mouvement de protestation Occupy Wall Street, qui voulait bloquer la bourse de New York avec un mur de gens. Mais cela, ça a tourné court avec l'arrestation de dizaines de manifestants. On ne touche pas à la bourse de New York. Un groupe de pirates informatiques a annoncé, toujours aux États-Unis, annonce avoir eu accès à 12 millions de comptes Apple depuis un ordinateur du FBI. Ces données comprennent les noms, les numéros de téléphone et les adresses des utilisateurs. Tout ceci démontre bien que les comptes d'Apple sont captés par le FBI. C'est bel et bien Big Brother. On va parler encore de la Birmanie, j'en ai parlé déjà dans les précédents numéros, mais là on continue parce que évidemment les États-Unis continuent d'arriver là-bas. Et c'est maintenant Coca-Cola qui a annoncé le 10 septembre sa première livraison en Birmanie depuis plus de 60 ans. Et il a décidé d'implanter un site de production là-bas directement. Après la levée des sanctions américaines contre la Birmanie, le géant américain des boissons non alcoolisées a conclu un accord de distribution avec une entreprise locale. Son grand concurrent Pepsi-Cola a annoncé le mois dernier qu'il allait commercialiser certains de ses produits sur le marché birman également. On continue avec l'Europe et Van Rompuy qui propose un ministère européen de l'économie. Alors ça, c'est La Repubblica, c'est un journal italien, qui résume le document préparatoire rédigé par le président du Conseil européen en vue du prochain sommet les 18 et 19 octobre donc 2012 à Bruxelles. Herman Van Rompuy interpelle les chefs d'État et du gouvernement sur 13 questions au sujet de l'avenir de l'Union européenne, élaborées autour de 4 thèmes. Donc les 4 thèmes sont l'intégration renforcée du secteur financier, le budget, les politiques économiques et la légitimité démocratique de l'Union. On a hâte d'y être. Passons maintenant à la Grèce, où un scandale a éclaté. 3 hommes politiques du premier plan, l'actuel président du Parlement, Evangelos Memarakis, 2 anciens ministres du gouvernement de 2004, Matchalis Liapis et George Voulkaragis, seraient impliqués dans le blanchiment de 10,2 milliards d'euros à travers le groupe Ioannis Karoutsos. Selon Real News, les 3 anciens ministres ainsi que Karoutsos achetaient et vendaient des biens immobiliers de luxe, mais le groupe aurait servi de vitrine pour masquer des activités beaucoup moins légales. C'est du blanchiment d'argent issu des subventions de l'État. On continue notre tour d'Europe avec l'Espagne maintenant. Alors que le chômage atteint des sommets, une formation propose d'apprendre les rudiments du plus vieux métier du monde. Pour l'instant, ça n'a rien d'illégal apparemment. Donc l'affiche est apparue dans les rues de Valence en Espagne et ne permet aucun doute. Devenir prostituée, mais une pro, cela s'apprend aussi. Après la formation, les enseignants du cours promettent un travail immédiat.
Parlons de la France maintenant et de l'inauguration à Strasbourg de la plus grande mosquée de France avec 1300 mètres carrés. La ville de Strasbourg, la région Alsace et le département du Bas-Rhin ont contribué à eux trois à 22% du budget global de 10 millions d'euros. Le Maroc, de son côté, a porté 39% du budget, tandis que l'Arabie Saoudite et le Koweït ont contribué à hauteur de 14% eux deux. Alors on voit bien que ces trois pays super démocratiques. Et les fidèles, eux, ont apporté 25% du budget restant. On continue avec la France et on va parler un petit peu des médias français et plus particulièrement de la télévision, puisque on apprend maintenant que la dernière chaîne de la TNT, vous savez, sous ces chaînes-là, on a dit qu'on allait avoir vachement d'offres, vachement de choix, etc. Et bien la dernière chaîne de la TNT qui était libre vient d'être achetée par le groupe Canal+. C'était Direct 8 et il va devenir D8 dans les prochains jours. Donc si on fait un résumé, on a donc Direct 8 qui appartient à Canal+, W9 à M6, TMC à TF1, NT1 à TF1, Direct Star à Canal+. Donc voilà, bon, les Français qui croient avoir une diversité de chaînes se retrouvent avec les choix habituels, soit M6, soit TF1, soit Canal+. L'oligarchie dans toute sa splendeur. On attaque maintenant le chapitre économie avec l'ancien économiste en chef de la BCE, Jürgen Stark, qui a déclaré dans une interview à la presse autrichienne que la BCE est en mode panique. Le président tchèque Václav Klaus, lui, a mis en garde contre la fin imminente de la démocratie lors d'une interview au journal anglais The Telegraph. Ces derniers jours, on a vu des défilés extrêmement importants au Portugal avec 100 000 personnes à Lisbonne, en Espagne. Ça a chauffé assez dur. Là, ils entourent le Parlement et on tire sur eux avec des balles en caoutchouc. En Grèce également, ça chauffe. Donc tout ça, ça fait craindre un automne assez chaud dans les pays d'Europe du Sud. Pendant ce temps-là, l'Union européenne, avec José Manuel Barroso et Herman Van Rompuy, et un groupe de 11 ministres des Affaires étrangères, tout le monde semble considérer que la solution pour sortir de la crise passe par une plus grande intégration. La Grande-Bretagne, elle, continue de faire bande à part, et le fossé qui la sépare de l'Union européenne risque bien de devenir infranchissable. Ça, c'est écrit dans le Guardian. Il est impossible de savoir quand et comment tout cela va se terminer, mais au fil des semaines, alors que l'Europe s'enlise dans sa crise la plus grave, il devient de plus en plus évident que la Grande-Bretagne et le reste de l'Union européenne s'orientent dans des directions nettement différentes. Toujours l'Union européenne, un journal allemand, Landesblatt, a titré « Sommet de l'insignifiance » après un sommet entre l'Union européenne et la Chine qui s'est tenu le 20 septembre dernier à Bruxelles. Cette rencontre entre les délégués de la première et de la troisième puissance économique mondiale devait être importante et pourtant elle ne débouchera sur aucun résultat significatif, selon ce quotidien de Düsseldorf. Après 15 ans de discussions autour des mêmes questions, un des points sensibles des discussions concerne l'embargo sur les armes à destination de Pékin, décrété après le massacre de la place Tiananmen en 1989. La Chine demande aux Européens de lever l'embargo, mais les Européens répondent qu'en 2010, l'Europe a exporté pour 218 millions d'euros d'équipements de défense à la Chine. Un article hyper intéressant sur le site du Sénat. Il faut gratter un petit peu, mais des fois on trouve des perles. Donc sur le site du Sénat a été posté un rapport datant du 17 juillet dernier portant sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. Bon, si vous voulez regarder tout le rapport, faites-le. Moi, je vais vous donner quelques passages simplement. Alors, je cite, nous avons perdu 180 milliards d'euros en éducation puisque ces personnes formées ne rapporteront rien à l'État. Nous avons perdu en patrimoine depuis la création de l'ISF 2300 milliards d'euros, soit une fuite vers l'étranger de 115 milliards d'euros par an en 20 ans. Selon nos estimations, ces départs représentent une perte annuelle de 1279 milliards d'euros au titre de l'ISF, de 286 millions d'euros pour l'impôt sur les sociétés, de 660 millions d'euros au titre d'impôt sur le revenu, de 93 millions d'euros sur les impôts de succession, de 34 millions d'euros au titre d'autres impôts, de 830 millions d'euros pour la TVA et la TIPP, et enfin 800 millions d'euros au titre des impôts locaux et des cotisations sociales. Le total du manque à gagner pour l'État par année est estimé à 11
117 milliards d'euros, dont un peu plus de la moitié en impôts et 40% en dépenses initiales de formation. Ah bah c'est clair, hein, quand les riches ils foutent le camp, ils emmènent tout avec eux, hein, la société, etc. Hein, ils payent plus aucun impôt, que ce soit l'ISF, l'impôt sur le revenu, la TVA, tout ça, ils embarquent tout et ils foutent le camp. Hein. Ça c'est bien de s'en préoccuper maintenant, les gars. Toujours en France, l'activité dans le secteur privé français a enregistré en septembre son plus fort repli depuis avril 2009, accélérant sa contraction tant dans l'industrie manufacturière que dans les services, selon l'indice PMI publié par un cabinet qui s'appelle Markit. Selon cette première estimation, l'indice composite de l'activité globale en France est tombé à 44,1 points contre 48 points en août, bien en dessous des 50 points qui marquent la frontière entre période d'expansion et période de récession. Encore une information intéressante, 20 ans après la ratification de justesse du traité européen de Maastricht, les Français voteraient dans leur majorité à 64% contre ce texte qui prévoyait notamment la monnaie unique selon un sondage IFOP paru dans le Figaro. Alors que le 20 septembre 1992, le traité avait été adopté à 51% contre 49%, il serait aujourd'hui soutenu que par 36% des personnes interrogées. De manière générale, depuis Maastricht, l'Union européenne va plutôt dans la mauvaise direction pour 67% des gens, contre 33% qui pensaient le contraire à cette époque-là. Et les gens sont un tout petit peu réveillés quand même. N'oublions pas qu'ils nous promettaient le plein emploi pour 2010. Là, le plein emploi, voyez où on en est. Toujours en France, la dette publique de la France va atteindre le niveau record de 91,3% du produit intérieur brut en 2013, soit encore un peu plus que les 90,6% attendus jusqu'ici. En même temps, le nombre de créations d'entreprises en France a baissé de 5,5% en août à 41 715, après avoir déjà reculé de 6,9% en juillet, 44 153. Mais en excluant les auto-entrepreneurs, il enregistre une progression de 2,7% à 20 728. On reparle encore un petit peu de Peugeot Citroën, puisque Peugeot a officialisé la cession prochaine de 75% de sa filiale de logistique Jeffco au chemin de fer russe RZD, marquant une nouvelle étape du plan qui doit permettre aux constructeurs automobiles en difficulté d'améliorer ses finances. Alors certes, cette vente va lui apporter 800 millions d'euros après le versement par Jeffco à PSA Citroën d'un dividende exceptionnel de 100 millions d'euros. Jeffco, c'est une entreprise qui emploie quand même 9400 employés, dont la moitié est en France. Alors selon le patron actuel Luc Nadal, on devrait conserver le siège en France. Jusqu'à présent détenu à 100% par PSA, Jeffco réalise avec sa maison mère 62% d'un chiffre d'affaires qui s'est élevé l'an dernier à 3,78 milliards d'euros, avec une croissance de 13%, soit 2 fois plus rapide que celle du groupe. PSA, en cédant une part majoritaire dans sa filière, va donc certes engranger de l'argent frais, mais aussi va se priver d'une activité extrêmement rentable. En 2011, Jeffco a affiché une marge opérationnelle de 5,8%, et là encore plus du double de celle de la maison mère. On va maintenant parler des petites guéguerres commerciales. On va d'abord commencer la guerre commerciale entre les fabricants de panneaux photovoltaïques chinois et européens. Suite à la plainte pour concurrence déloyale déposée par un regroupement d'industriels européens en juillet dernier, la Commission européenne a décidé de lancer une enquête anti-dumping concernant les importations de panneaux solaires chinois. L'enquête, qui devrait durer 15 mois, se penchera notamment sur la subvention et les aides accordées par Pékin à ces entreprises. Dans le même style, on a l'Union européenne qui a demandé à l'Organisation mondiale du commerce le droit d'imposer aux États-Unis des sanctions commerciales pouvant aller jusqu'à 12 milliards de dollars par an en réplique à des subventions illégales versées à Boeing. Bruxelles a déposé une plainte auprès de l'OMC en accusant Washington de ne pas appliquer une précédente décision lui demandant de ne plus verser d'aide publique à l'avionneur américain. Le chiffre de 12 milliards de dollars est basé sur, je cite, des estimations des dommages subis par l'Union européenne du fait d'une concurrence injuste et partiale de la part de ce secteur aux États-Unis. L'Union européenne et les États-Unis se livrent depuis 7 ans à une guerre commerciale autour des subventions accordées respectivement à Airbus et à Boeing.
Une information assez surprenante venant d'Allemagne, c'est le gouvernement allemand qui a adopté le 26 septembre dernier un projet de loi pour réguler les transactions boursières à haute fréquence, accusées d'accentuer la nervosité des marchés et la spéculation des traders, avec l'espoir qu'il inspirera ses voisins européens à Bruxelles. Lassé d'attendre une initiative européenne, Berlin a décidé qu'il fallait contrôler les risques de fluctuations extrêmes et irrationnelles des cours, liés à cette technologie appelée communément trading à haute fréquence et qui consiste à acheter et à vendre des titres par ordinateur à la vitesse de quelques microsecondes. Cette pratique encore très peu encadrée concerne entre 40% et 50% des échanges sur le marché boursier allemand et présente des dangers et des possibilités d'abus, estime le gouvernement allemand. Pour terminer avec l'économie, je voulais vous signaler que le 2 octobre prochain, sur Arte, il y aura une série de reportages sur la finance. Alors la thématique de la soirée s'appelle Noir Finance. Donc regardez bien ça, c'est le 2 octobre prochain au soir sur Arte. On va maintenant attaquer le dossier santé-environnement avec le seul engagement du monde agricole lors du Grenelle de l'environnement 2008 qui est un échec. Le plan de réduction des pesticides en France, qui prévoyait une diminution de 50% de leur utilisation d'ici 2018, ne pourra pas être respecté avec les outils disponibles à ce jour, selon Jean-Charles Boquet, le directeur de l'Union des industries de protection des plantes. Une autre information, à l'occasion du congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui se déroulait à Jeju en Corée du Sud, la Société zoologique de Londres a publié le 11 septembre la liste des 100 espèces les plus menacées d'extinction au monde. Alors, sur tous les organismes vivants sur la Terre, animaux, végétaux ou champignons, cette société a donc donné les 100 espèces les plus menacées, du caméléon au rhinocéros de Java, en passant par l'orchidée des îles Caïmans. La liste met en évidence les êtres vivants laissés pour compte, tous ou presque en dehors des programmes actuels de conservation. La raison, le manque d'intérêt que suscite leur existence. On va parler maintenant du groupe pétrolier américain Chevron, qui s'est vu infliger une amende de 17,5 millions de dollars pour une fuite en mer de 3000 barils de brut au large de Rio en novembre dernier, a annoncé lundi l'agence brésilienne de pétrole. Autre information, les concentrations d'ozone dans la stratosphère ont cessé de diminuer ces 10 dernières années, que ce soit à l'échelle du globe ou dans des régions polaires, arctiques ou antarctiques, a indiqué l'Organisation météorologique mondiale. La couche d'ozone en dehors des régions polaires devrait revenir à son niveau d'avant 1980, alors que la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique devrait mettre plus de temps à se reformer, a affirmé l'OMM à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire du protocole de Montréal sur l'élimination progressive des substances chimiques qui détruisent la couche d'ozone. Une information hyper intéressante. Tout d'abord, une nouvelle étude américaine vient de démontrer le rôle du bisphénol A dans la prise de poids. Le bisphénol A influencerait l'obésité infantile. Selon l'étude parue dans le journal The American Medical Association, le bisphénol A contenu dans les conserves et les canettes de boissons aurait un lien direct sur la prise de poids infantile. Et hop, une autre information juste derrière. Un vaccin contre l'obésité a enregistré des résultats prometteurs sur des rats de laboratoire. Et ouais, ce nouvel outil qui pourrait s'avérer révolutionnaire selon les scientifiques contribue à stimuler le système immunitaire pour s'en prendre à une hormone qui ralentit le métabolisme et encourage la prise de poids. L'étude a été publiée dans la revue Journal of Animal Science and Biotechnology. Moi j'ai une autre idée, moi. Au lieu de faire des vaccins contre l'obésité, on n'a qu'à manger mieux et manger moins. Et faire du sport. Qu'est-ce que vous en dites? On va parler de la pêche et de la surexploitation, puisqu'on apprend que 30% des stocks de poissons sont toujours surexploités. Selon un nouveau rapport publié le 9 juillet par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, il rappelle l'état critique de la pêche dans le monde. Donc ce rapport révèle que le secteur de la pêche et de l'aquaculture a produit 148 millions de tonnes de poissons en 2010, dont 128 millions de tonnes ont été destinées à la consommation, soit en moyenne 18,4 kg par personne.
Cela représente un chiffre d'affaires de 217,5 milliards de dollars. De surcroît, une tendance à la hausse est observée. Selon les données préliminaires recueillies par la FAO, la pêche et l'aquaculture devraient atteindre 154 millions de tonnes en 2011, dont 131 millions de tonnes pour l'alimentation, soit une augmentation de 2,3%. Et cette progression devrait être confirmée dans les années à venir. On reparle encore de Fukushima, puisqu'une grande structure métallique s'est effondrée dans la piscine du combustible nucléaire usé de la 3e unité à la centrale de Fukushima. Heureusement, aucun employé de la centrale n'a été blessé. L'incident s'est produit lorsque les employés de l'entreprise soulevaient des débris de ciment de la piscine avec une grue. La flèche de l'engin a heurté une structure métallique d'une longueur de plus de 7 mètres et pesant 470 kg qui se trouvait au bord de la piscine et elle est tombée. Cet incident pourrait compliquer l'opération de soulèvement des barres de combustible usées s'il s'avère qu'elles ont été endommagées. Selon le gouvernement du Japon, le démantèlement final de la centrale nucléaire de Fukushima prendra au moins 40 ans. Toujours dans le nucléaire, 23 centrales nucléaires sous la menace d'un tsunami. Dans une étude publiée par la revue Natural Hazard, les chercheurs dénombrent 13 centrales en activité abritant 29 réacteurs parmi les 23 centrales à risque. 4 autres avec 20 réacteurs sont en cours d'extension pour disposer de 9 réacteurs supplémentaires. Et enfin, 7 centrales avec 16 réacteurs sont en cours de construction. Pendant que nous on patauge avec le nucléaire, selon les données collectées par le World Resources Institute et obtenues par le ClimateWire, l'Inde projette la construction de 455 nouvelles centrales à charbon contre 355 pour la Chine. Toutefois, la Chine, avec des projets de centrales à charbon géantes, reste la première puissance à installer. En outre, le World Research Institute a recensé 1231 projets de centrales à charbon dans le monde pour une puissance de 1,4 million de mégawatts. Pour terminer sur la santé et l'environnement, on va parler des OGM alimentaires, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors pour enfoncer le clou, sachez que l'Union européenne a autorisé, depuis le début des années 2000, le maïs OGM NK603 et le Roundup. Et ce maïs OGM NK603, c'est bien le maïs dont on parle dans le film documentaire Tous cobayes qui vient de sortir au cinéma. Le document que je vous donne en lien en atteste. De plus, les OGM alimentaires sont donnés à manger aux animaux. 80% des animaux en mangeraient et nous mangeons ces animaux-là. Enfin, je rappelle une information que je donnais il y a quelques mois déjà. L'Union européenne autorise de nouveau les États-Unis et le Canada à exporter vers l'Europe les bœufs élevés aux hormones et à qui on file à manger des produits OGM. Je vous souhaite un très bon appétit. Alors tout le monde a parlé des OGM, tout le monde a parlé de cette étude avec les rats, tout le monde a montré les images, etc. Par contre, le film Tous cobayes, qui est sorti sur les écrans fin septembre, lui, il est diffusé dans quasiment aucune salle. Donc c'est quand même un peu mystérieux, on va dire, et même limite scandaleux. Voilà, c'est terminé pour cette longue vidéo des informations dont on parle peu. Je voulais vous remercier tous pour vos petits messages. Je voulais vous remercier aussi pour m'envoyer plein d'informations. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, restez bien informés. Salut!